Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur en ce qui concerne l'enregistrement. Bon, vous m'excuserez par avance, j'ai la voix un petit peu cassée, j'ai chopé un petit coup de froid ce week-end après une réunion de famille en bord de mer et une réunion de famille un petit peu humide et pluvieuse on va dire. Mais cela ne m'empêche pas d'être au rendez-vous pour vous accompagner en cette nouvelle semaine, deuxième semaine de septembre. Ça passe vite, ça file, ça filoche comme dirait l'autre. Beaucoup de choses qui s'entremêlent de mon côté et je vais essayer un petit peu de vous retirer le plus intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de mon côté ? J'ai remis 2 apparts en location, l'un sur une ville en Bretagne, là à 1 heure de chez moi, une ville de 50 000 habitants, et l'autre sur une ville dans la Manche de 6 000 habitants. Et clairement, je me fais dégommer de messages. Alors, la période de remise en location, moi, c'est jamais un truc que j'aime, parce que je trouve que j'ai pas trop de valeur ajoutée, j'ai envie de dire, et je trouve ça hyper chronophage d'aller checker les profils, de sélectionner les gens, de les recontacter par mail pour qu'ils m'envoient un dossier de candidature, parce que j'essaye vraiment de faire le système de l'entonnoir. Donc tiens d'ailleurs on va parler de ça. Comment je sélectionne mes locataires, c'était pas prévu mais je vais vous parler un petit peu de ça. Grosso modo, comment je sélectionne des locataires? Je pars du message que je reçois. Déjà, si c'est bonjour, votre bien est-il disponible, c'est next tout de suite. Donc j'attends un message un minimum personnalisé. Donc ça c'est une première sélection. Les fautes d'orthographe, c'est quelque chose, alors je peux être tolérant parce que je suis pas parfait en orthographe non plus. Vous le voyez sans doute dans mes mails de newsletter. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à la newsletter, hop, c'était pas prévu non plus. Petit appel à l'action, tu regardes juste en dessous. Actualité décryptée, bref, plein de choses, trop bien. Donc tu as le lien dans la barre de description. Donc faute d'orthographe hyper important quand même, hein. Je veux que ce soit un minimum correct. Alors on peut se foirer sur une conjugaison mais faut que dans l'ensemble ça puisse se lire. Et donc suite à ça, quand je sélectionne déjà tout, quand je filtre comme ça, je vois un petit peu après les profils professionnels, les situations, les revenus, etc. Je reviens vers les personnes justement qui ont le profil qui m'intéresse. Et derrière, je leur demande de m'envoyer un dossier complet. Et c'est là où, mine de rien, ça peut faire la différence. Parce que tu vois les gens qui sont préparés, qui ont déjà leur dossier qui est prêt, qui est sous la main, qui dégainent aussitôt. Donc déjà, ceux-là, ils marquent des points parce qu'ils commencent les visites avant les autres. Et ensuite, sur la partie visite, je délègue finalement ces visites à des personnes de confiance sur place et je sais qu'ils ont les mêmes. Je me fie beaucoup au ressenti, et donc ils font les visites et les personnes qui souhaitent se positionner sur l'appart, je les rappelle derrière en ayant en amont validé le ressenti de mon contact sur place. Voilà un petit peu, donc c'est vraiment le système de l'entonnoir. Jusqu'à présent, j'ai tout le temps appliqué ça, sauf une fois dans ma vie où j'ai complètement délégué, j'ai fermé les yeux parce que j'étais sous l'eau et c'est mon problème d'impayé dont je vous ai parlé. Donc voilà, à chaque fois que j'ai appliqué cette stratégie, je me suis jamais planté. La seule fois que j'ai dérogé à ma règle, impayé avec un fils de sa maman. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'une très grosse tension locative là où j'ai investi. Donc c'est trop cool, il y a un logement qui a trouvé preneur et l'autre qui se libère à la fin du mois sur lequel j'ai encore 1 ou 2 visites à caler.
Sur la partie locative, j'ai également un autre départ. C'est dans un mois cette fois-ci. Je viens de recevoir le préavis. Donc c'est aux alentours du 10 octobre sur l'appartement patrimonial que j'ai à Rennes. Donc c'est un appartement nu. Des gens qui sont restés 1 an et demi, qui avec leurs petits-enfants là commencent à être un petit peu à l'étroit. Donc il va falloir que je remette ça en loc, et en fait mon enjeu là-dessus ça va être quoi? Ça va être de minimiser à fond la vacance locative, parce que en fait sur ce projet là je ne suis pas en cash flow positif, c'est le seul produit que j'ai à l'équilibre. Vraiment chaque euro rentré il repart, que ce soit le prêt, la taxe foncière, etc. Donc en fait sur celui-là j'ai pas de marge de manœuvre, contrairement aux autres où si pendant 10 jours c'est pas loué je m'en fais pas tout un fromage. Je me mets moins la pression que je me suis mis, mais sur celui-là en fait, et en plus il y a des petites réparations dont ils m'ont évoqué qu'il va falloir aussi gérer hyper rapidement. Donc voilà, là ça va être un gros enjeu. Bon, je sais que de toute façon le logement il est, quand je l'aurais laissé en tout cas il était très clean, bien placé, à Rennes en plus, donc avait une tension, vous pouvez même pas imaginer la tension locative du marché rennais. Donc ça devrait trouver preneur également rapidement, mais il va falloir la gérer rapide. Autrement, concernant mon actualité, donc j'ai mes projets de marchand qui continuent à patiner un peu. Alors, il y a des trucs cool et des trucs pas cool. On est censé signer le terrain de détachement là, à la fin du mois, mais on est quand même en attente d'une intervention de Orange Viabilisation pour nous déplacer un compteur télécom. Ça fait 6 mois que ça dure, c'est imbuvable. Ils nous ont déjà planté plusieurs rendez-vous. Donc si jamais les amis vous avez un contact chez Orange Viabilisation dans le 22, je suis preneur, parce que ça nous, en fait tout est, on est juste en attente de ce putain de déplacement de compteur pour pouvoir acter définitivement la vente, et ça fait plusieurs semaines déjà que ça dure. Donc voilà, mais bon, c'est une question de, j'espère que ça va se dénouer rapidement. Et sur mon projet de marchand rennais, je vous en parlais la semaine dernière, notamment sur la newsletter également. Donc j'ai remis l'appartement en vente de mon côté hors agence. On a eu 4 demandes de visite, dont une offre sur la première visite, une offre au prix. Donc voilà, donc ça c'est très chouette. Néanmoins, on a un sujet avec le syndic de copropriété en fait, qui a fait voter des trucs contre notre appartement qu'on a acheté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu long et ça pourra faire l'office d'un podcast à part entière sur cette opération de marchand de biens. Néanmoins, nous on n'est pas d'accord avec ce que le syndic nous impose de faire dans l'appartement. Grosso modo, il nous demande une remise entre guillemets aux normes et en état de certains points, alors que nous on a acheté en état, ne connaissant pas les griefs qu'ils avaient contre cet appartement, pour faire très simple. Donc si parmi vous, chers auditeurs, il y a un avocat en droit immobilier, eh bien je t'invite s'il te plaît à me contacter sur Instagram pour que je puisse te poser ma petite question. Ce serait formidable. Si tu as des connaissances ou des contacts, voilà, avocat droit immobilier. Je suis preneur, vraiment. Il faut que ça avance très très vite parce que on ne peut pas se permettre d'attendre et de perdre notre acheteur. Voilà, je lance une canne à pêche, je tends ma ligne et j'espère que au bout du téléphone, au bout de ces ondes derrière ce micro, se cachera quelqu'un de qualifié pour me répondre. Et puis autrement, je ferai appel à un avocat rennais. Mais voilà, donc voilà pour cette opération-là. Et autrement, j'ai une actualité très très importante là sur l'actualité de GG. Sur mon deuxième immeuble, on a fait faire, en fait, je vous en avais parlé cet été, juste avant de partir en vacances, l'avant-veille, dégâts des eaux dans mon Airbnb, dans un logement en LCD là, sur mon deuxième immeuble. Et en fait, on a compris d'où venait la suite. C'est un problème de façade et d'étanchéité d'une certaine bouche d'aération, on va dire. Bon bref, on a fait venir des professionnels qui nous forcément essayent de nous vendre un ravalement complet, vous vous doutez bien, hein, ça les fait chier de faire juste des petites bidouilles on va dire. Donc on a obtenu 2 devis de ravalement complet. Je sais pas encore si je vais les faire complètement, faut que je me pose à voir ça, j'ai pas trop eu le temps. Mais néanmoins, tout ça pour vous dire les amis, c'est hyper important de faire des comparatifs entre les 2 devis. On a un premier devis sur une rénovation de façade qui sort à 8 000 € et l'autre qui sort à 3 000 € pour des prestations similaires.
Donc, il faut que je creuse un peu plus le sujet. Il faut que je rappelle les entreprises en particulier. Mais c'est absolument hallucinant de passer du simple au double. Et puis, bon, bref, je vais creuser mon sujet, je vais appliquer ma méthode que je fais pour bien cerner les artisans, etc. Et puis, je vous tiendrai au courant. Mais la conclusion de ça, c'est faites toujours des devis comparatifs. Donc voilà, c'en est pour mes actualités. Si juste, on a fait hier, c'est pour ça que je suis un peu dans le gaz en plus ce matin, la deuxième session du challenge dénicheur de pépites. Deuxième session qui était sur comment trouver un bien et puis comment... donc voilà, les techniques de chasse de Monsieur Tout-le-Monde, les techniques de chasse d'un professionnel de l'immobilier. Donc on s'est bien concentré là-dessus. C'était une excellente session qui a duré un peu plus de 2 heures. Donc voilà, le challenge dénicheur de pépites. Prochaine session, elle aura lieu très certainement sur la fin d'année. Et donc voilà, c'en est tout pour mes actualités. Actualités somme toute assez dense entre guillemets. En tout cas, moi je m'ennuie pas du tout entre les entreprises à gérer et le locatif. Ce sont des bonnes journées. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en termes de podcast de vous remettre un épisode, mon épisode que j'avais sorti en février 2023 pour 2 raisons. La première, c'est que tu l'as compris, je suis dans le gaz, je suis dans le jus, donc j'ai pas eu le temps de tourner des nouveaux épisodes. Et la deuxième raison, c'est parce que cet été, vous avez été hyper nombreux à me rejoindre. Vraiment, encore merci beaucoup. J'ai eu vraiment un gros gap sur le podcast. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour toi, nouvel auditeur, de me connaître davantage. Et quoi de mieux que de te remettre un petit peu mon parcours d'investisseur. Je vais te raconter mon histoire, clairement. J'espère que ça va te permettre de me connaître davantage, que ça va surtout t'inspirer, te donner plein de force. Voilà, il y a des gens qui ont fait bien, mieux et bien, qui ont un patrimoine bien plus grand que moi. Mais néanmoins, moi je suis fier de ce qu'on a fait avec ma femme. Faut surtout voir en fait et comprendre les origines, d'où je viens, à quoi, quelle est un petit peu mon histoire, plus que le patrimoine en tant que tel qui est un nombre et à la limite on s'en fiche. Moi, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est la mécanique de transformation et la mécanique de volonté à vouloir changer. C'est vraiment ça le plus important. C'est ça vraiment que j'ai envie de retransmettre dans cet épisode. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te le republier maintenant. Donc je te souhaite une très très belle écoute. Et encore une fois, n'hésite pas à me laisser une notation 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Ça fait quelques semaines là, j'en ai eu beaucoup en milieu de l'été et puis là ça se calme un peu les amis, vous vous relâchez hein. Alors on va prendre son petit téléphone et on va me mettre une petite note s'il vous plaît. Donc voilà, je te souhaite une très très belle écoute et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. L'actualité, la grosse actualité, c'est qu'en février 2023 et en l'espace de 2 ans et demi, je suis passé avec ma femme à plus d'1 million d'encours immobiliers. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Je voulais également prendre du recul un petit peu, très rapidement, parce que je sais pas, moi je suis quelqu'un qui avance dans la vie et je prends pas souvent du recul, mais là je vais en reprendre un petit peu parce que ma femme me force à en prendre. Et je vais retourner en 2018, en 2019, là où le Jérôme de l'époque a démarré à investir en faisant beaucoup de bêtises. On en parlera dans ce podcast. Mais voilà, rien ne me prédestinait. Moi, ancien opticien gagnant 1 700 € par mois, en l'espace de 2 ans et demi, à lever une dette aussi importante. Vraiment, rien ne me prédestinait à ça. Et si j'en suis arrivé là, c'est à force d'apprendre, de soif d'apprendre, de soif de changer ma vie. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, même avec des petits revenus, ce que j'estime des petits revenus. Et vraiment, je vais vous détailler tout ça. Donc voilà, tout est faisable, les amis, et je sais que je n'en suis qu'au début, clairement. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, le but de ce podcast, c'est quoi? C'est pas de se vanter ou quoi que ce soit, parce que en soi, pour certains, ça va être un gros chiffre, pour d'autres, ça va être rien du tout. Et moi, de mon point de vue, je me dis que c'est une première étape symbolique de passer. Voilà, voilà. Et encore une fois, ce sont des encours bancaires, les amis. Ce n'est pas un patrimoine net.
Donc en soi, c'est rien, c'est de l'argent, c'est de la dette bancaire. Mais mine de rien, il faut quand même y aller. Il faut quand même avoir une certaine stratégie pour pouvoir lever ce montant-là. Et on va voir ça ensemble. Donc, on reviendra plus longuement, sans doute, sur le podcast quand je serai vraiment rentier, parce que ce jour arrivera, voilà, sur mon enfance, d'où je viens, mes origines, Jérôme, les origines, etc., etc. Vraiment, là, dans ce podcast, j'ai plus envie de te donner des chiffres, de te montrer un petit peu, de te montrer un contexte. Donc, en fait, comment j'ai commencé à investir dans l'immobilier? On va remonter, les amis, en 2008. Je suis dans la vie active, j'ai 19-20 ans et je gagne 1390 € par mois. Je démarre dans la vie active et au moment où tous mes amis décident de prendre leur indépendance, leur logement, de vivre chez eux, moi je décide, je suis quasiment le seul de mes copains à l'époque, donc j'ai fait un BTS opticien, donc des études courtes. Je trouve un job dans la foulée en juillet 2008. Donc je gagne 1390, je viens de le dire, et je décide de retourner vivre chez mes parents. Voilà, parce que j'ai en tête déjà de mettre de l'argent de côté, parce que je n'étais pas pressé spécialement de prendre mon indépendance. Et pendant quasiment 2 ans et demi, ouais, je suis chez mes parents et je mets beaucoup d'argent de côté. Je mets quasiment 1000 € par mois de côté, ce qui me permet en l'espace de 24 mois, 24 ou 30 mois dans ces eaux-là, de mettre quasiment 25-30 000 € de côté. Donc pendant ça me permet quoi? Ça me permet déjà de m'acheter une voiture cash à l'époque que je dois payer 7000 €, et surtout ça me permet de constituer un apport. Parce que dès le début, j'ai en tête de vouloir acheter mon propre appartement pour y vivre. J'ai en tête d'acheter mon chez moi, ma résidence principale, parce que même si j'avais zéro connaissance en immobilier, ça me rendait malade en fait de me dire, Jérôme, tu vas donner de l'argent à quelqu'un d'autre pour te loger. Je voyais pas l'intérêt. Je me dis, bah voilà, si je peux emprunter, j'aurai mon chez moi et je commencerai à capitaliser. J'avais vraiment ce raisonnement-là en 2008 quand j'avais 20 ans. Donc je trouve mon appartement en décembre 2010 en l'espace de 3, 4, je crois que je fais 4 visites et que quand je le visite, celui-là, c'est coup de cœur. Alors, non pas coup de cœur sur un appartement flambant neuf, mais coup de cœur sur un potentiel. Je vois directement un potentiel parce que il y a une vue dégagée. Donc, c'est une copro des années 70, 4 étages. Moi, je suis au 2e sans ascenseur. Mais pas de vis-à- vais, une jolie vue sur un parc très ensoleillé, très agréable à vivre, à rafraîchir. Voilà, ça coche mes critères. Il était dans mon budget. Alors, je vais vous donner les chiffres, les amis, dans ce podcast. Je vais être très transparent. C'est le but, j'ai rien à vous cacher. Et au contraire, ça ne peut que vous inspirer. L'appartement, je l'achète 90 000 € net vendeur, un T3 de 66 mètres carrés, et ça fait 103 000 € avec les frais de notaire. Faut savoir que moi, je parle avec l'agent pas mal. Il me dit que quelques années avant, les propriétaires l'ont acheté 135 000, mais il y a eu justement la crise des subprimes qui est passée par là. Donc l'immobilier avait baissé en France. Et ils partaient en retraite, les gens-là. Ils venaient d'avoir un refus de crédit, donc un ou deux refus de crédit dans la vue. Ils avaient perdu, 3, 4, 5 mois, et ils étaient vraiment pressés de vendre. Et moi, là-dessus, il était affiché, je crois, 107 000 net vendeurs. Moi, je le négocie à 90, donc je fais 17 000 € de négo. Donc, écoute, pour un petit jeune qui démarre, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Me voilà embarqué du coup dans ce projet-là de résidence principale. Donc, j'ai 20. Je viens d'avoir 20 ans, 21. Je suis de 88, 2010, décembre 2010. Ouais, donc j'ai 21, tout juste. Donc, tout juste 21 ans, je suis propriétaire de mon appart en résidence principale que je rénove avec mon papa qui me refait la cuisine. Moi, je me fais de la tapisserie. J'ai un ou deux copains qui viennent m'aider très ponctuellement. Merci encore, les amis. Je me souviens exactement qui c'est qui est venu. Donc voilà. Donc, cet appartement-là, je l'occupe en résidence principale tout seul. Et puis, j'ai une deuxième chambre. Alors, je décide de prendre quelqu'un en coloc avec moi. Un copain, une copine. Et en fait, cet appartement-là, c'est devenu un peu le QG. C'est devenu le rassemblement des copains. J'avais une salle de répétition également quand j'avais pas de personne en coloc. On faisait de la musique,
Donc, c'était la salle de répète. Et quand j'avais quelqu'un en coloc, on bougeait la batterie. Donc, je louais cette deuxième chambre, 250, 300 euros au black. On me filait le petit billet, les copains me filaient le petit billet et tout le monde était content. Moi, j'étais pas tout seul. Je partageais des excellents moments de vie et je dépannais les copains qui avaient besoin de logement ponctuel. Ça durait 2, 3, 4, des fois 6 mois, des fois 1 an. Et j'ai passé des moments de vie absolument incroyables dans cet appartement à laquelle j'ai été beaucoup attaché. Mais donc voilà, donc ça c'est en 2010 les amis. Il se passe du temps, je suis dans la vie active, voilà, je fais ma vie, je fais ma musique, je sors, je fais ma vie amoureuse, je rencontre ma future femme, etc. Et en 2018, boum, les 30 ans. Les 30 ans où c'est l'heure du bilan pour moi, je suis pas heureux dans mon taf, je recherche des moyens je cherche des recherches classiques que beaucoup d'entre vous ont certainement fait, comment devenir riche ou je sais plus ce que je tape, bref. J'ai pas mal de temps à tuer à l'époque, je suis opticien responsable d'un magasin en campagne et je me fais chier, donc voilà, je me dis putain ta vie c'est de la merde Jérôme en ce moment professionnellement, va falloir passer à autre chose. Et donc je fais pas mal de recherches, je tombe sur cette notion de liberté financière, d'intelligence financière, etc., etc. Et je me dis putain Jérôme tu tiens un truc, j'ai un peu l'impression que c'est la boîte de Pandore. Et je continue mes investigations, etc., etc. Ça dure quelques mois, je regarde sur Internet, je me forme, je lis des bouquins, je regarde des vidéos YouTube. Et avril 2019, je crois, je suis chez mes parents, je revois encore la scène. Et je décide d'acheter la formation de Christopher Wangen. Et je revois encore le dimanche sur lequel je sors ma carte bleue. À l'époque, ça coûtait peut-être 2000 balles la formation. Et vraiment, ça me prend comme une pulsion. Je sens cette envie au fond de moi de me dire bon, je vais peut-être perdre de l'argent parce que je ne sais pas qui c'est ce mec-là, mais j'y vais quand même. Je crois en moi et je vais me former et je vais avancer. Donc ça, c'est en avril 2019. Je me marie durant l'été, donc j'ai pas trop la tête, mine de rien, à passer à l'action, à faire des visites. Je suis encore dans de la théorie. Et à partir d'octobre 2019, j'accélère un petit peu le processus. J'intègre un groupe d'investisseurs sur un challenge. Voilà, c'est pour ça que je réplique également mon challenge aujourd'hui et que c'est moi qui suis du côté de l'expert parce que je sais que ça pousse les gens à passer à l'action et je sais que c'est important de s'entourer. C'est pour ça que je décide de le répliquer. Donc bref, à l'époque, je m'entoure d'un challenge. Voilà, on est une dizaine d'élèves, des novices qui veulent changer leur vie. Donc ça, c'est en octobre 2019 et je démarre les visites à ce moment-là. Je vais sur une ville du Finistère, je visite une colocation, enfin 3 colocations dans la journée. Et je me revois encore à l'époque, la honte. L'agent IMO, elle a dû me prendre pour un taré sur certains apparts que je visitais. Je mesurais toutes les surfaces au sol, toutes les surfaces au mur. Je prenais mes notes. J'étais stressé comme un coucou. Tellement je voulais prendre toutes les mesures, c'est ce que j'avais appris, etc. Mais avec du recul, je me dis que c'était ridicule et que l'agent, elle a dû bien rigoler quand même. Mais bon, bref. Et voilà. Et finalement, je trouve une colocation qui est pas mal, intéressante. Je fais une offre. Alors non, comment ça se passe? Non, je fais pas d'offre tout de suite. Bref, mais je me dis c'est trop, ça me fait chier. J'ai envie de taper plus gros à l'époque. Alors faut se remettre dans le contexte. C'est un Jérôme qui a envie de changer sa vie, qui est pressé vraiment. J'avais ce sentiment d'urgence en moi. Il fallait que je passe à l'action, fallait que je change ma vie, quitte à prendre des risques. Et c'est clairement ce que j'ai fait parce que je visite un immeuble. Je vois une annonce d'un immeuble, pareil sur une ville bretonne. Qui est complètement délabré, mal fréquenté. Et en fait, il se passe beaucoup de choses à distance. Moi, je pars en voyage de noces, je reçois les infos et les docs à ce moment-là. J'envoie l'offre. En fait, c'est ça. C'est même dur pour moi de recontextualiser. J'envoie l'offre avant de partir en voyage de noces. Elle me répond pendant que je suis à l'autre bout du monde, l'agent IMO, etc., etc. Bon, bref. La finalité de tout ça, c'est que j'envoie quelqu'un que je connais le visiter, qui me confirme que c'est un très bon emplacement, la personne elle est sur place, qu'il y a un gros potentiel, etc., etc. Et donc moi je lui fais confiance. Et en fait j'ai acheté ça, je vais quasiment te dire comme si j'ai acheté une baguette de pain, vraiment avec pas mal d'insouciance parce que il fallait que je passe à l'action. Clairement, vraiment, c'était urgent en moi, c'était à en crever quoi. Vraiment, c'était très important pour moi. Et en fait, il s'avère que voilà, le projet est intéressant. J'applique comme je l'ai appris
de mettre une enveloppe travaux un peu plus importante. Je vais vous donner les chiffres. Donc, en fait, le projet, on est sur une enveloppe à 210 000 euros, net vendeur, 16 euros d'agent, 13 de notaire. J'emprunte à peu près 95, 100 000 euros de travaux, une enveloppe globale à 340, un truc comme ça. Et je signe en juillet 2020. Donc, moi, j'applique ce que j'ai appris dans mes formations, donc de prendre une marge sur mes travaux un peu plus importante. Et fort heureusement, parce que sur ce projet-là, ça a failli être mon dernier projet. J'ai un très gros souci sur une toiture qui n'était pas prévue. Bref, il y a eu beaucoup de problèmes sur des non-dits de la part de l'agence également. Il s'avère on me dit que je dois changer des Velux qui sont certes morts, mais en fait, c'est pas des Velux que je dois changer. C'est la toiture complète qui est complètement amiantée. Je fais venir 3-4 entreprises qui refusent le chantier parce que c'est trop compliqué. Et donc, en fait, il se passe quelques semaines, quelques mois où je dors quasiment plus. Chaque fois que je pense, je suis en PLS, que je pense à ça, je suis en PLS parce que le chantier était quasiment fini, les apparts étaient flambant neufs à l'intérieur et j'ai une toiture qui prend la flotte, quoi. En fait, pour tout vous dire, le mec, je commande les Velux et tout, l'artisan. Le mec, quand il commence son chantier, le jour où il vient, il soulève, il dit « Ah, putain, il y a de l'amiante !» Et en fait, j'ai su après que l'artisan, il était de mèche avec l'agence IMO parce que c'était quelqu'un de la famille. Et je pense qu'il avait fait un devis clairement pour minimiser un peu, histoire de donner un prix, mais qu'il savait très bien qu'il allait pas jamais prendre ce chantier-là. Donc bref, j'ai failli poursuivre l'agence pour des non-dits, etc. Mais j'ai préféré avancer. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que mon premier projet, j'ai failli ne jamais continuer. Mais en fait, donc ça a été très compliqué. J'ai fait 6 mois de travaux quasiment dedans tous les week-ends, à savoir que je l'achète en juillet 2020. Mon fils, Paul, naît en août 2020. Donc en fait, pendant les 6 premiers mois de naissance de mon fils, je suis quasiment tous les week-ends dedans, ou tous les dimanches en fonction des semaines. J'ai des groupes de copains qui, tour à tour, viennent nous filer un coup de main. Encore merci, tous les amis qui sont venus nous aider. Mes parents, ma sœur également. Bref, on a été très bien entourés sur de la main-d'œuvre parce que j'ai fait faire certains postes que je ne maîtrisais pas, cuisine, salle de bain, plomberie, etc. Mais j'ai fait tous les sols et tous les murs moi-même, le montage de meubles, etc. Donc c'était un travail titanesque. On a 260 mètres carrés au sol pour 6 apparts. Donc voilà, il a fallu de la main-d'œuvre et encore tous les amis qui m'ont aidé. Enfin, c'est des moments de vie, clairement, des moments d'entraide et clairement, merci infiniment donc toutes ces personnes qui m'ont aidé à ce moment-là. Donc voilà, il s'avère que je trouve sur les réseaux, pour en terminer avec cette toiture, un artisan. On me recommande un artisan qui est devenu un copain, qui m'a sorti de la merde, qui m'a pris le chantier, qui m'a peut-être pris un peu cher, mais à la limite je m'en foutais. Il fallait qu'on me sauve ce projet, qu'on me sauve ma toiture. Et voilà, c'est chose faite. Et cette année, on boucle l'année avec 55 000 euros de loyer sur ce projet-là. Loyer brut, bien sûr. Il y a de la LCD, donc il faut déduire différents frais. Mais voilà, c'est un immeuble aujourd'hui qui crache beaucoup. Donc ça, c'est pour la partie meuble. Et en fait, je vais en revenir à la coloc. Comme quoi, je vais vous expliquer toutes les erreurs que j'ai faites. La coloc qui me restait encore, que j'avais vu quelques mois auparavant, qui était toujours pas vendue. J'avais décidé juste avant le Covid de me positionner sur le projet en SCI avec 2 copains qui démarraient, qui n'avaient jamais investi. On se disait, vas-y, on va faire une doublette. Et on a fait une doublette. On a investi là-dessus. Il faut savoir que les copains, ils étaient à distance, Paris, Belgique. Et en fait, c'est un projet sur lequel on a essayé de tout gérer à distance. Les travaux, etc. Et il faut savoir qu'on s'est fait complètement mener en bateau par un artisan escroc qui avait vu 3 beaux pigeons là. Vous voyez les pigeons, c'était moi et les copains qui maîtrisaient pas du tout leur projet, qui faisaient tout à distance et qui n'avaient pas le temps de se déplacer sur place pour superviser tout ça. Je pense que le mec nous a flairé. Alors, c'est quand même un escroc professionnel, vu que j'ai appris après coup qu'il avait roulé beaucoup d'entreprises, d'investisseurs. D'ailleurs, on a terminé le procès il y a quelques semaines de ça. On a gagné le procès. Maintenant, il faut qu'il soit saisi. Donc bref, c'est quelqu'un qui nous a pris 18 000 euros, qui n'a jamais fait les travaux. Il a fallu resouscrire à un prêt complémentaire auprès de la banque, un prêt travaux complémentaire, mais bon bref, il mettait des conditions d'enculé la banque et vraiment
gros connard qui nous a pas du tout épaulé, qui nous a vraiment tiré des balles dans le dos, ce banquier-là. Bref, tout ça pour qu'on puisse terminer ce projet et le mettre en location. On a réemprunté 20 000 € de plus. Bon, bref. Les chiffres de ce projet, c'est 40 000 € net, vendeur, 47 000 actés avec les frais de notaire. On avait initialement 18 000 € de travaux, 20 000 €, je crois, qui sont partis en fumée à cause de cet escroc. Et on a réemprunté 20 000 € pour refaire les travaux qui n'avaient jamais été faits. Mais voilà, on est quand même sur un projet c'est une colocation 3 chambres. On est quand même à 11% en l'état de loyer. Donc, on avait à la base fait une très belle affaire parce que le bien était complètement déglingué. On l'avait acheté pas cher. C'était une succession. Donc voilà. Donc, on est malgré cet imprévu et cette escroquerie, on est quand même sur une renta qui est pas mal. On est en cash flow positif. Donc voilà, tout va bien. On a limité les dégâts. Et pour vous donner les chiffres un petit peu de l'immeuble, la renta nette de l'immeuble là précédent, je suis à plus de 12% net et j'ai un cash flow à plus de 1 500 € net par mois. Et une plus-value latente, je pense, à 100 000 € au minimum. Donc voilà. Ça a été très compliqué mes débuts, comme vous pouvez le croire, le voir. Les deux projets se sont vraiment entremêlés. Le deuxième projet de la coloc, clairement, on l'a négligé. Moi, le premier, parce que j'étais le plus proche, mais avec les soucis de l'immeuble et la naissance de mon fils, j'avais pas de temps de cerveau disponible pour ce projet en coloc. Donc la première leçon de tout ça, c'est quoi ? C'est surtout quand vous démarrez. Alors aujourd'hui, je serais différent parce que je suis un investisseur aguerri, je suis habitué à mener de front des dizaines de projets d'investissement en parallèle. J'en ai mené jusqu'à 30 en parallèle pour mes clients. Un peu moins, allez, 20-25, j'exagère 30. Mais voilà, je suis habitué aujourd'hui, j'ai des process, c'est facile, je suis dans ma zone de confort. Mais à l'époque, je démarrais et clairement, me prendre de plein fouet cette toiture qui n'était pas prévue, ça m'a fait mal, ça m'a obsédé, ça m'a empêché de dormir et vraiment, j'ai mis beaucoup d'énergie sur ce projet-là. Donc vraiment, si vous démarrez, évitez de mener 2 projets de front en parallèle, vous allez faire des bêtises. Une leçon à retenir. L'autre leçon, c'est de prévoir toujours plus large sur ses travaux. C'est ce que j'avais fait sur le premier projet avec la toiture où j'avais vraiment 20% de marge de manœuvre que je ne voulais pas utiliser, mais finalement je les ai utilisés et j'ai pas mis 1 € de plus de ma poche sur ce projet-là. Donc vraiment, heureusement que j'ai fait ça parce que sinon j'aurais dû demander de l'argent à des proches, etc. Et clairement, je me serais handicapé pour la suite. Donc très important, les amis, de prévoir plus large pour ces travaux parce que l'immobilier, c'est de la merde, c'est des imprévus. Alors non, c'est trop bien l'immobilier, mais c'est de la gestion d'imprévus. Donc c'est très, 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 très important de prévoir plus large que ce que vous pensez dépenser. Donc voilà, mes 2 premiers projets d'investissement, donc l'immeuble Silo. Je vous passe les détails de ce que j'ai rencontré à l'intérieur enfin bref, c'était assez malfamé. Il y a certaines vidéos sur YouTube, mais on a fait d'un taudis des petites pépites. Et à noter la petite anecdote d'ailleurs, quand mon père a visité cet immeuble-là pour la première fois, on était déjà propriétaire. Il m'a dit: Jérôme, t'as acheté ça? Et il n'en a pas dormi de la nuit après, tellement il était malade à l'idée de ce qu'on avait acheté. Bref, c'est pour vous dire à quel point c'était vraiment dégueulasse. Donc ça voilà, donc il est loué depuis mars 2021 et donc 1 500 € de cash flow net par mois à peu près. Donc c'est quand même pas mal. Tout ça, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de devenir un investisseur. J'avais la casquette investisseur à ce moment-là, un peu loser parce que j'avais pas fait les choses parfaitement, mais c'est normal de faire des erreurs. Il y a que ceux qui font rien qui n'en font pas. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de postuler justement chez Bivouac, qui recrutait sur Rennes un responsable de projet immobilier. Ça m'a permis de vraiment d'être légitime auprès de cette entreprise et de prendre un poste du coup passionnant que j'exerce depuis quasiment 2 ans chez eux. Voilà, ça n'a pas été facile d'avoir le job. Il y avait beaucoup de monde sur le coup, mais ma détermination et ma motivation, franchement, a fait la différence. Ils ont vu que j'en voulais et que j'étais qualifié, que j'avais de l'expérience. Donc voilà, donc je vous ai donné les chiffres. Bivouac, près de 8 millions d'investissements, 700 visites, 50 clients, bref, des gros chiffres. Donc j'ai aujourd'hui une très très grosse expertise, un très gros réseau et c'est absolument mortel. Donc maintenant, on va basculer
Donc je suis embauché en février 2021. Septembre 2021, le marché s'est emballé post-Covid. Je sens pour moi que c'est le moment de revendre mon appartement de Rennes après quasiment plus de 10 ans de bons et loyaux services. Je décide de l'arbitrer. Je dois dire que ça me fait de la peine parce que je l'avais mis en location les 4 années précédentes. En nu à la base, hein, forcément parce que j'y connaissais rien. Et quand je me suis formé, je l'ai passé en meublé LMNP. Donc voilà, je le vends vraiment, je pense, au plus haut, quasiment au plus haut. Je le vends très très bien. Je le vends 190 000 euros net vendeur. J'avais acheté 90 000 euros net vendeur 10 ans avant. Et donc, avec l'amortissement, etc., du capital, j'empoche, les amis, 130 000 euros. Voilà, de plus-value, enfin de gain, on va dire. Donc, c'est incroyable. Mais par contre, avec en tant que résidence secondaire, avec la condition de devoir le réinjecter sous une résidence principale en moins de 2 ans. Voilà. Donc j'ai cette épée de Damoclès, entre guillemets, bon, ça va, il y a pire, hein. Depuis septembre 2021. Donc j'empoche beaucoup d'argent, mais je sais que je vais devoir le réinjecter dans une RP, sinon je vais payer beaucoup d'impôts, imposition estimée à 25 000 euros à peu près. Donc voilà. Et donc je me retrouve avec beaucoup de sous sur mon compte. Ça me fait tout bizarre. C'est la première fois de ma vie. J'ai jamais eu des gros salaires précédemment. Donc voilà. Ah oui, petite chose à préciser également, important. Le premier immeuble là qu'on achète avec ma femme, 340 000 euros d'emprunt. Je vous remets le contexte. On gagne 3 900 euros à deux. Voilà. Donc c'est un bon salaire pour un couple. Et on a un enfant. Voilà. Donc c'est bien, mais c'est pas la folie furieuse. Donc voilà. Et donc mon réseau Bivouac me fait aller sur une belle opération off-market. Donc à savoir un appartement à Rennes, 76 mètres carrés, 6e étage, une superbe vue. Il y a 12 000 euros de frais d'agence, 10 000 euros de frais de notaire et 20 000 euros de travaux. Donc c'est du off-market. Au début, je me dis, je vais faire un achat-revente. Je fais faire quelques travaux par des artisans, j'en fais moi-même. Voilà, ça me revient, l'opération, elle me revient à 220 à peu près, 215, 220, je sais plus exactement. Et je pense je pensais le revendre 260. Et en fait, il s'est pas vendu. Je l'ai mis en vente de septembre à décembre. Pile poil au niveau de la montée des taux, le taux d'usure des banques est passé, enfin de l'État, des banques de l'État est passé par là. Et en fait, il s'est pas vendu, ou alors il fallait que je baisse vraiment mes prix. Ça me faisait chier au vu du temps passé dedans de faire une plus-value pas ouf. 25 000 euros brut, moins l'imposition. Bon, bref, sachant que c'est un beau produit. On a finalement décidé de le garder en patrimonial. Il est en location depuis aujourd'hui, le 14 février d'ailleurs. Donc on se dit que c'est du patrimonial. J'ai beaucoup hésité sur ma stratégie de mise en loc. Soit je le mettais en LMNP, mais je passais forcément en LMP. Enfin, soit je le mettais en meublé du coup, pardon, mais du coup j'allais dépasser les quotas parce que clairement j'aurais pas pu gagner l'équivalent des loyers en plus en l'espace d'un an. Après je me suis dit je vais monter une entreprise, comment dire, une SAS de courte durée pour l'exploiter en courte durée, que je vais me relouer à moi-même, etc. Bon, bref, tout un montage. Et dans le règlement de copro, c'est pas forcément autorisé la courte durée, donc bref. Et donc on l'a mis en nu, classique. C'est pas la stratégie fiscale la plus intéressante, mais bon, néanmoins, on va capitaliser plus de 750 euros par mois, et en l'espace de 3 ou 6 ans, je pense qu'on va clairement s'y retrouver. Donc voilà, c'est un bien qui sera assez liquide dans un contexte économique un peu plus intéressant. C'est un bien patrimonial, et j'avais envie de me diversifier également. Après 2 premiers projets, on va dire un peu plus à risque. Et à noter, les amis, que là où c'est extrêmement intéressant, et vous allez, je pense, apprendre quelque chose. On savait au moment d'acheter ce bien qu'il y aurait un ravalement qui serait voté. Et en fait, quand on signe un compromis, donc on a signé le compromis, on savait que ça allait tomber, les AG allaient tomber prochainement. On va manger chez des copains qui sont dans la même copro que
que cet appart. Et ils nous disent, tiens Jérôme, l'AG est passé la semaine dernière, il y a eu le ravalement de voter, putain, fait chier, on prend 14 000 euros dans la tronche, ça fait chier, machin truc. Et là, je dis, attends. Là, l'AG, ça y est, elle est passée, c'est voté. Il me dit, oui, parce que. Je dis, parce que, en fait, j'ai pas été au courant, moi. Et en fait, il s'avère que les vendeurs ont merdé. Ils ne m'ont pas envoyé de courrier recommandé. Alors, je vous recontextualise. Quand vous vendez un bien ou quand vous êtes en train d'acheter un bien, tout ce qui est voté entre le compromis et l'acte de vente est à charge vendeur, est à charge acquéreur, pardon, à condition de recevoir un courrier par recommandé au moins 10 jours avant le vote, un truc comme ça. Et moi, ils m'ont rien envoyé. Donc en fait, ces couillons-là, ils ont dû prendre à leur charge le ravalement. Donc le ravalement a été voté, a été pour leur pomme. Donc j'ai gagné sur ce projet-là 14 000, un peu plus de 15 000 euros, je crois, que j'aurais dû payer en théorie, mais faute de leur négligence, bah voilà, ils ont dû débourser cette somme-là. Donc voilà, et la petite anecdote également de ce projet-là, c'est que c'est un appartement où il y a une personne qui est décédée dedans et qui s'est un peu décomposée dans l'appartement. C'est pour ça qu'il avait mis du temps avant d'arriver sur le marché et l'agent me l'a montré en priorité parce qu'il y avait quand même un peu de sang dans l'appartement et elle se doutait bien que ça n'allait pas s'adresser à tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, on a un appartement qui nous est revenu à on va dire 220 à la louche, qui en vaut, dans un contexte économique classique, aujourd'hui 260 et avec un immeuble rénové, je pense que d'ici 3-4 ans, il en vaudra 275, 280. Donc on est sur une très belle plus-value latente. Aujourd'hui, je pense 30 000, 35. Mais voilà, d'ici 3-4 ans, avec le marché qui va, je pense, remonter un petit peu encore, parce que Rennes, c'est une zone très tendue. On fera une bascule, je pense, à 50 000 euros plus l'amortissement. Donc, on est sur une belle opération. Donc voilà. Ça, c'était il y a un an, tout pile. On l'a acheté, du coup, on a signé l'acte en mars 2022. Février 2022. Donc, les deux, pareil. Alors aussi, oh là là, j'ai trop de choses à vous dire, les amis. Il faut savoir que ce projet-là, on le fait passer sous un financement résidence principale auprès de la banque de ma femme qui est à distance, qui est dans la Sarthe. Parce qu'on se doutait bien que sous un autre angle d'attaque, si on le fait passer pour du locatif, ça va jamais passer. Donc voilà, on a dit aux banquiers ce qu'ils voulaient entendre, à savoir nous financer pour notre résidence principale. Et c'est comme ça qu'on a eu ce prêt. À côté de ça, on signe à un mois d'intervalle un immeuble de rapport de 4 lots dans la Manche, en SCI. Et c'est la première banque qui nous a financé le premier immeuble, qui nous refinance ce deuxième immeuble parce que voilà, le premier immeuble crache beaucoup d'argent, c'est hyper rentable, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne nous suivent pas. Donc voilà, 4 lots. Alors et là, la petite négociation est quand même assez rigolote, à savoir que on est sur un bien que je repère sur Le Bon Coin, sur un prix intéressant, donc 137 000 euros. Donc je décide d'appeler. Je me présente, je suis Jérôme, je suis investisseur professionnel. J'investis, j'habite à Rennes, à 1 heure. J'ai pas le temps de me déplacer, mais le bien m'intéresse. Est-ce que, je pose pas mal de questions, je demande des photos, etc. Je rappelle après, une fois que j'ai tous les éléments, je dis bon voilà, au vu des travaux, est-ce qu'il y a quand même une marge de négo? Et j'entends la secrétaire qui demande à son collègue, Jean-Michel ou Jacques, je sais plus ce qu'elle dit. Est-ce qu'il y a de la marge de manœuvre sur le bien de Madame Morel? Et là, j'entends le négo qui dit il y a 20 000. Donc boum, en un appel déjà, je passais de 137 000 à 117 000. Bon, je décide d'envoyer une première offre à, je crois, 90 000 euros ou 80 000. Bref, c'est refusé. J'ai une contre-proposition à 100 000. On se met d'accord, je crois, à 97 000. Le DPE n'était pas fait, c'était au tout début des nouveaux DPE, là, de la réforme des DPE. Et au vu des travaux à faire et de par mon expertise, je savais très bien que la performance énergétique allait être pourrie. Et donc, quand je reçois les diagnostics 2-3 semaines après, ils sont en effet en F et G. Donc, je rappelle, moi, le négo, et je lui dis, écoutez, moi, c'est pas du tout, je m'attendais pas à ça, il y a des travaux, des imprévus, etc. Mon artisan me chiffre ça à 15 000 euros. Qu'est-ce que la propriétaire peut faire? Et il se renseigne, il me rappelle le lendemain, et j'avais regratté 10 000 euros. Donc, les amis, d'un bien à 137 000 euros,
je suis passé à un bien à 87 000 euros. Voilà. Donc, ça fait quand même 50 000 euros divisé par 137 000. Ça fait 36,5% des négociations. Tout ça, voilà, en argumentant et en mettant des leviers de négociation. C'est ce que j'apprends à mes élèves dans le challenge dénicheur de pépites. Savoir identifier les axes de négociation en fonction du contexte, et savoir sur quelle corde ou quel levier activer finalement. Donc voilà, SCI à l'IS, il y a à peu près 85 000 euros de travaux. C'est l'immeuble qui avait subi le dégât des eaux là, dont je vous parlais au tout début, là, sur une canalisation. Bon, bref, c'est réglé maintenant. Mais c'est un immeuble qui nous rapporte 2200 euros de loyer par mois, que je pourrais encore optimiser si je passais. J'ai 2 T2 et 2 T4. J'ai un T4 qui est déjà optimisé en coloc. Et je pense qu'un T2 à terme, il faudrait que je le passe en LCD histoire de vraiment éclater les chiffres. Mais j'ai pas trouvé de personnel de ménage. Donc, à voir plus tard. Et donc, on a 2200 euros de loyer par mois, donc ce qui fait à peu près 13% et demi brut de renta. On est un cash flow, on rembourse 900 euros là-dessus, donc tu vois, ouais, 1300 brut. Bon, attends, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Sur un projet sur lequel j'ai entièrement délégué les travaux, j'ai entièrement délégué le montage des meubles, donc mortel, vraiment mortel. Et aujourd'hui, le bien vaut, je pense, au bas mot 225 000 euros minimum. Certainement plus au vu de la renta d'ailleurs. Donc voilà les amis, donc ça s'est terminé en septembre dernier, ça fait quasiment 6 mois que ça se loue. J'ai mis un peu plus de temps à louer le dernier appartement, mais voilà, j'ai trouvé preneur. Et c'est un joli projet, un bel immeuble en pierre, donc je suis content. Je suis très très content de ce projet-là, sur un patelin de 6000 habitants, et ce qui me pousse dans ma stratégie à vouloir continuer cette stratégie d'immeuble sur des villes, plutôt des petites villes, parce qu'il y a quand même une forte demande locative, et je me suis rendu compte qu'en proposant un bien de qualité comme j'ai l'habitude de le faire, on n'a pas de mal à louer, hein, clairement. Et on en arrive justement en février 2023, où là, donc alors oui, que je vous repose juste le contexte des salaires, quand même important. Février 2022, quand j'achète à la fois l'immeuble et l'appartement à Rennes, on a avec ma femme 2800 euros de loyer, n'importe quoi, de salaire. Tout simplement parce que moi, je suis embauché chez Bivouac, mais mes primes n'arrivent pas encore. 2800, on est peut-être à 3000, 3002, mais pas beaucoup plus, hein, ça dépend. Mais voilà. Mais mes primes sont pas lissées. Moi, j'ai eu une grosse partie de mon salaire sur un variable, et ma femme est passée à mi-temps. Et développe une activité de création à côté, mais qui n'est pas considérée par les banques. Donc voilà, donc remettez un contexte, c'était pas des gros salaires, hein, quand même. C'est pour ça que je pouvais faire passer un projet en investissement auprès d'une banque qui me connaissait déjà, à laquelle j'avais fait mes preuves, etc. Mais par contre, l'appartement, je savais très bien que je ne pouvais pas le faire passer sous un investissement. Mais par contre, voilà, sous un prêt, en théorie, résidence principale, c'est le discours qu'on a tenu au banquier. Voilà, c'est passé, tant mieux. On n'a mis aucun apport, que ce soit sur l'un ou l'autre des projets. On a emprunté à 110%, ou alors les frais de dossier, 2-3 000, mais vraiment que dalle. Donc voilà. Et du coup, on en arrive en février 2023, où je vous ai dit précédemment dans le podcast que avec la vente de mon appartement précédent, je devais réinvestir sous ma résidence principale sous moins de 2 ans. Donc j'avais un peu cette pression de trouver un logement, mais je voulais que ce logement corresponde à un cahier des charges précis. En tant qu'investisseur professionnel, j'allais pas acheter un bien coup de cœur au-dessus du prix du marché, avec etc. Donc moi, je voulais un bien, c'était très simple. Alors, il me fallait déjà un emplacement très restreint au vu de la nounou des enfants. Ça peut paraître bête, mais autour de Rennes, là où j'habite, à Melesse, si vous voulez regarder sur la carte et me faire un petit coucou à distance, il fallait que, on soit proche de la nounou, parce qu'on aime bien la commune dans laquelle on est. Et quand on a des enfants avec une nounou, parce que voilà, entre-temps, j'ai été encore papa une deuxième fois en septembre 2022. Quand on a une nounou qui est bien, qui est top, on la garde. Et nous, c'est trop compliqué de trouver une nounou, donc on préférait adapter vraiment notre maison à cette ville qui nous plaît bien et à notre mode de vie. Et donc, très peu de biens en vente sur le secteur.
beaucoup de biens, des maisons qui ont 4-5 ans, qui se vendent à un prix exorbitant au-dessus du prix du marché. Donc il y avait vraiment pas beaucoup de maisons à nous correspondre. Et donc on en visite on en visite plusieurs, on fait 4-5 visites. Et on en trouve une clairement qui, comment dire, nous coche beaucoup de cases. On va la voir et en fait, moi je fais du forcing auprès de l'agent parce que on voit l'annonce un samedi matin, on part pour la famille de voir les parents de ma chérie. Et en fait, je me dis putain, c'est vraiment ce projet-là qu'il nous faut. Donc j'appelle l'agent, je fais du forcing. Il me dit j'ai une visite cet après-midi, les gens sont motivés, machin truc. Je dis surtout ne prenez pas d'offres avant que l'on vienne le voir. S'il vous plaît, il est pour nous, c'est bien, etc. Donc je fais vraiment du forcing. Je mets en avant mes talents de chasseur IMO, on va dire, mon expertise pour faire du forcing. On va le voir le lundi et on fait une offre au prix direct. Et en fait, on était en concurrence avec les autres. Et ce qui a fait la diff, c'est notre sérieux, le fait que je sois également professionnel de l'IMO, le mec, il savait voilà, que j'étais calé dans les travaux, etc. Parce que c'est un bien qui est complètement à refaire. Et outre un gros apport que je vous ai cité précédemment. Donc voilà, c'est ce qui a fait la différence. Et pourquoi on achète ce bien? Bon, il est dégueulasse, on va leur faire notre sauce. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a 50 mètres carrés de grenier qui sont à aménager sur un prix médian à 3 300 € du mètre. Je vous laisse un petit peu calculer le potentiel à la revente. Aujourd'hui, ce bien-là, on le revend après les travaux dans 6 mois. On peut clairement faire une bascule à 60 000 € minimum. Donc voilà, le cahier des charges était coché. Et donc là, on est sur un investissement global un peu moins de 400 000 € avec une grosse partie en apport du coup. Donc voilà un petit peu le parcours. Je vous ai fait un condensé un petit peu parce que sur le podcast, je peux pas non plus m'acharner et vous en donner beaucoup plus. Mais vous avez les chiffres, les amis. Vous avez la stratégie que j'ai mis en place pour en arriver là. Donc clairement, aujourd'hui, on a et la SCI avec les copains sur le projet Coloc, je vais même pas en parler parce que pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose à part. Mais avec ma femme, du coup, on a plus d'1 million d'encours et pour un patrimoine brut estimé à 1,4 million, à peu près 1,3 million, 1,4 million. Donc c'est incroyable en fait pour moi aujourd'hui de me dire ça alors que il y a comment dire, il y a encore 3-4 ans, j'avais rien ou j'avais mon appart de jeune entre guillemets, mais à force de volonté, de stratégie et voilà, on peut arriver avec des salaires corrects à lever beaucoup de dettes. C'est ce que j'apprends moi aux élèves dans le challenge. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est acheter vite, acheter jeune surtout, le plus vite possible. Vraiment, alors sans faire de conneries comment dire, en mettant en place des curseurs, en apprenant comment faire. Voilà, encore une fois, si vous voulez apprendre à savoir faire comment faire pour investir, n'hésitez pas, je suis là à travers le challenge ou à travers les prochains programmes d'accompagnement que je vais faire. Mais acheter jeune, moi, c'est aujourd'hui, c'est le fait d'avoir acheté cet appartement à 21 ans, 10 ans après, j'en récolte les fruits. Il y a une période de ma vie, m'a bloqué cet appart. À 25-26 ans, je voulais faire un tour du monde. Bon, j'avais l'appart, ça me bloquait psychologiquement, je savais pas trop quoi en foutre, etc. J'avais un prêt à taux zéro, je pouvais pas le louer, etc., etc. Je me suis mis des barrières, il m'a mis des barrières cet appart. Par contre, 10 ans après, il m'a ouvert des portes parce que clairement, je pense que si j'avais pas eu cet argent de côté, on n'aurait possiblement pas eu l'appartement à Rennes et on n'aurait pas eu le deuxième immeuble également. Voilà, parce que les revenus n'étaient pas très gros à l'époque. Mais bon, la banque a considéré qu'on avait les reins solides, même si on ne gagnait pas des milliers des cents, on avait les reins solides pour pouvoir assumer ces projets-là. Donc très important d'avoir également de l'épargne, de sécurité pour rassurer les banques. Donc voilà, première leçon, achetez le plus vite possible. Deuxième leçon, ayez de l'épargne de côté. Aujourd'hui, je ne suis pas encore rentier, même si non, clairement, on ne peut pas vivre de nos loyers, même s'il y a du cash flow, il faudrait beaucoup plus. Donc voilà, mais ça va venir, ça fait partie du processus, on est en bon chemin avec ma femme. Ce que je vous invite également à faire, c'est optimiser votre stratégie fiscale clairement. Utiliser des leviers à haut rendement comme la location courte durée, la colocation, c'est 2 trucs que je fais, surtout la location courte durée, c'est incroyable comment ça brasse du pognon. Donc voilà, déléguer ça si possible à une conciergerie.
ayez en tête, alors ouais, c'est quelque chose également important. Je suis désolé, je m'embrouille un peu sur la fin de podcast parce que je suis très fatigué, grosse journée. Mais avant de passer à l'action, je dirais préparez-vous à endurer de la merde. Vous aurez des merdes dans votre investissement immobilier, vous aurez des galères à traverser. Forgez-vous un mindset à toute épreuve. Moi, vraiment, les amis, c'est ce qui m'a tenu dans ces périodes de galère au début, entre la toiture de l'immeuble, entre l'escroquerie de l'artisan. Le seul mantra que je me répétais, c'était Jérôme, t'en rigoleras dans 10 ans. Et je m'étais vraiment préparé à, alors peut-être pas autant, mais je savais que ça allait être compliqué. Et depuis ces 3-4 ans maintenant, j'ai cette flamme en moi qui est ardente, hein, qui est au quotidien, qui m'anime et qui me dit que je sais que l'immobilier, grâce à l'immobilier, ma vie va changer. Et ma vie a déjà changé grâce à l'immobilier. Et je sais que je ne suis qu'au début. Mais préparez-vous mentalement à ce que ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, quoi. Il y aura des galères. Et essayez encore une fois de mettre l'émotion de côté. Moi, ce qui a failli me perdre sur ce premier projet, cet immeuble et cette toiture, c'est cette urgence à investir. Et même mes chiffres étaient bons. Mais j'ai quand même eu de la chance, on va pas se mentir. La toiture, je savais clairement pas comment expertiser une toiture. Je me suis pas entouré de professionnels. Vraiment, j'ai acheté ça à l'époque comme avec du recul, comme une baguette de pain, parce que j'étais pressé. Il fallait que je passe à l'action. Alors, au final, je m'en sors bien parce que les chiffres, encore une fois, étaient bons. J'avais pris ma marge de sécurité au niveau des travaux. Mais si j'avais emprunté moins, si j'avais vu trop juste, j'aurais été dans une merde noire, on va pas se mentir. Vraiment, j'ai passé des nuits à pas dormir. J'ai passé des moments à me réveiller la nuit, à pleurer. Parce que c'est la réalité également. Je m'étais mis dans la merde, hein, clairement. Et ce qui m'a permis de tenir, c'est ce mantra et le fait qu'il fallait que j'avance et que j'avais pas le choix, que j'avais mon fils qui était là, qui était né, qu'il fallait que j'assume mes projets jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça roule, si vous voulez, les amis, avec du recul, ça roule. Mais voilà, n'achetez pas n'importe quoi, formez-vous, entourez-vous de professionnels, c'est important. Voilà un petit peu comment je vais récapituler ces 2-3 années d'investissement. C'est passé assez vite. Mine de rien, quand on est dedans, c'est comment dire, on a l'impression que ça n'avance pas, mais quand on prend un peu de recul, on se dit que c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. C'est un projet de vie, l'immobilier, clairement. C'est clairement un projet de vie. Donc voilà. J'espère, je vais conclure parce que je vois l'heure qui tourne. Il faut que j'aille chercher ma petite fille, ma petite Anna, chez la nounou. J'espère que ce podcast vous a plu, vous aura inspiré. J'ai essayé d'être le plus transparent possible parce qu'encore une fois, je pense que c'est dans la transparence qu'on inspire les gens. J'espère qu'à ma petite échelle, parce que je considère que je n'en suis encore nulle part par rapport à ce que je vise, j'espère que ça vous aura aidé, inspiré, que vous aurez retenu des tips et des leçons sur l'investissement. Je pourrais en parler des heures, mais voilà, si vous voulez encore une fois vous faire accompagner, vous regardez dans la description, il y a le challenge IMO, il y aura une session par trimestre. On va terminer d'abord cette première session, mais voilà, je vais essayer de faire également un mastermind parce que ça me tient à cœur, un accompagnement beaucoup plus long, beaucoup plus poussé, voilà, pour vous aider à performer dans l'immobilier comme un vrai professionnel du niveau. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas encore une fois de prendre 5 minutes pour noter ce podcast, même pas 5 minutes, 3 minutes. Vous me mettez une note 5 étoiles, s'il vous plaît, les amis. Vous me taguez en story. Et puis voilà, explosez-moi les scores de cette audience. N'hésitez pas également à le partager à des amis autour de vous. Vous le conseillez juste en recommandation à 2-3 copains ou copines qui veulent passer à l'action, qui veulent investir, qui ont peut-être encore des freins, des limites. Sur ce podcast, j'ai interviewé des très gros profils, des personnes beaucoup plus avancées que moi, à travers lesquelles j'apprends également et que je prends plaisir à vous partager. Donc voilà. Tu t'envoies ce podcast à 2-3 personnes et écoute, GG, c'est un mec bien. Enfin, du moins, j'essaie de l'être. Et j'espère pouvoir vous aider et vous inspirer. Allez, le laïus est terminé. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très prochainement Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.